C'est parti. Donc, je me suis proposé pour faire un talk sur les tests. J'ai fait à peu près une vingtaine d'années de développement. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je m'étais intéressé aux tests et surtout comment fiabiliser ce que je faisais en termes de développement. Donc, au départ, c'était juste des tests unitaires, puis après un peu de tests fonctionnels. Puis petit à petit, j'ai essayé de monter en compétence sur la partie test. Et depuis 1 an et demi, j'ai changé de travail et je suis arrivé dans une nouvelle entreprise où là j'ai commencé à faire du test, mais un peu plus sérieusement. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai accumulé depuis 10-15 ans, mais surtout depuis 1 an et demi. Est-ce que je peux... Hop, mince. Alors, de ce dont je vais vous parler, le métier du test logiciel, la psychologie du test, les niveaux de test et processus de test. Donc ça, c'est plutôt de la théorie. Ça permet de reformaliser et avoir des terminologies sur les différentes notions de test. Il y a 7 principes dans le test, qui sont des choses qui sont bien décrites. Quelques techniques de conception de test et une partie à la fin pour terminer la présentation. Le métier du test logiciel, moi je l'ai vu progresser là de manière assez importante ces 15 dernières années. Quand j'ai commencé le développement du logiciel, c'était principalement nous qui faisions les tests en tant que développeurs. Les testeurs, ça n'existait pas. Il y avait quelques domaines, je pense, dans lesquels il y avait du test, dans l'aérospatial ou dans des choses où il y avait besoin de beaucoup de fiabilité. Mais il y avait beaucoup de petites applications, notamment j'étais dans l'embarqué, où on se débrouillait tout seul, et puis voilà, advienne que pourra, on fait notre dev, si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, on fera des corrections. Et d'ailleurs, maintenant, en termes d'attente au niveau logiciel, on s'attend que quand il y a une nouvelle application qui est déployée quelque part, s'il y a des bugs, en général, ça se passe mal. Avant, il y avait une espèce de tolérance, ça marche pas, on fait une mise à jour, puis ça a fini par passer, les gens acceptaient. Maintenant, quand il y a une mise à jour sur un site, quand il y a une mise à jour sur un appareil, un smartphone, etc., s'il y a un bug, ça devient vite problématique. Au niveau de la professionnalisation du test, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est aller assez vite. Il y a l'ISTQB, qui est une instance internationale, qui a mis en place tout un environnement autour du test, notamment un syllabus qui fait 96 pages, qui explique ce que c'est le test, comment on le met en place, comment on le met en œuvre, les interactions avec les développeurs, les principes de test et une bonne partie de ce que je vais vous présenter dans la présentation. Et notamment, ils ont aussi mis des certifications en place, il y a, je pense, au moins 10 ou 15 ans, et avec différents niveaux. Foundation, donc c'est le premier niveau pour comprendre comment fonctionnent les tests, et puis petit à petit, après, il y a d'autres niveaux. Certification agile, il y a manager de test, etc. Et il y a un équivalent en France qui s'appelle le CFTL, qui est le Comité français des tests logiciels, qui met en place tout ce qui a été défini par l'ISTQB en France, mais qui est une institution assez importante au niveau français sur le test, et qui organise notamment le JFTL, la journée du test logiciel, à Paris. Et c'est tous les ans. Et là, il y a une petite présentation du syllabus qui est ouverte au téléchargement, donc vous pouvez la télécharger et essayer de la lire. Ça fait 96 pages. Il faut avoir le moral quand même pour la lire, mais il y a quand même pas mal de parties intéressantes. Quand on se pose des questions sur des tests, des fois, juste aller le consulter, faire une recherche, le consulter, ça peut permettre d'avoir un petit peu d'ouverture sur le monde du test logiciel. Et ce qui est important, parce que j'ai pu remarquer aussi, dans le monde du test logiciel, les gens passent les certifications rapidement, parce que je pense qu'on a affaire à des gens qui ont vite besoin d'avoir un cadre. Et rapidement, les gens ont les mêmes terminologies, les mêmes approches au niveau du test, ce qui permet d'avoir une communauté qui est assez homogène. La psychologie du test. Donc l'objectif premier du développement, c'est de concevoir et de construire un produit. Il ne faut pas se cacher la face, on est quand même des créateurs. Enfin, je me considère encore un peu dedans. On est des créateurs, en fait. On imagine quelque chose, on nous donne des informations, on imagine quelque chose et on le met en œuvre. Et on n'est pas forcément dans l'état d'esprit du testeur. En général, quand on fait du développement, justement, il y a ce côté créatif, mais le côté du testeur, c'est plutôt d'aller mettre en défaut des choses, d'aller mettre en défaut ce qu'on a construit. Donc on n'est vraiment pas dans le même état d'esprit. Malgré tout, c'est pas parce qu'on fait du développement qu'on n'est pas capable de changer de casquette et de passer en mode testeur pour se dire, ce que j'ai fait maintenant, je vais mettre sous pression, je vais le tester, puis je vais faire en sorte de voir si j'arrive à casser ce que j'ai fait. Ça reste difficile, psychologiquement, mais c'est possible.
Et il y a une autre notion dans l'indépendance du testeur, qui est l'indépendance du testeur. C'est quand je fais du test logiciel, que c'est pas moi qui ai fait le développement, j'arrive avec une nouvelle approche, une nouvelle vision des choses. Donc je peux remettre en question ce qu'a fait le développeur, beaucoup plus facilement que ce qui a été fait que le développeur lui-même. Et sur des systèmes qui sont assez complexes, ça permet d'avoir une autre vision, une autre perspective. Et d'être beaucoup plus justement indépendant et beaucoup plus d'être beaucoup plus dur avec le logiciel qui a été développé. Donc si on reprend ça de manière un peu plus simple, le développeur développe quelque chose qui fonctionne, le testeur, il cherche ce qui ne fonctionne pas. D'un côté, on a une vision très très optimiste de ce qu'on va faire. De toute façon, je vais réussir. On arrive toujours à trouver les solutions en termes de développement. Puis de l'autre côté, quelqu'un qui est plutôt là pour mettre en défaut ce qui a été fait et s'assurer que la qualité va être au rendez-vous au final. Mais quand même avec un état d'esprit, le truc, je vais le péter quoi. Si on n'y va pas avec cette idée-là, on n'a pas forcément les résultats attendus. Si on est un peu trop conciliant avec ce qui a été fait. Et bien sûr, avec un bon état d'esprit ou avec un état d'esprit qui change, un développeur peut basculer d'une partie à une autre. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Je développais, je retestais, je développais, je retestais. Et éventuellement, je testais du code des autres. Et puis, il y avait des personnes qui développaient mon code aussi, qui testaient mon code aussi. Les niveaux et types de tests. Donc là, on va arriver dans une partie un peu plus théorique et qui sont c'est de la terminologie. Et c'est de la terminologie qui permet de s'approprier justement les termes et d'avoir un langage commun entre les différents testeurs, et éventuellement de le partager avec les développeurs ou avec des managers ou des gens qui font du suivi des chefs de projet. Donc là, j'ai fait un petit exemple d'application qui s'appelle Customer Care avec 4 fonctionnalités. Une création de devis, une saisie de commande, un compte client, une synchronisation de base, avec une base en local et puis une base côté back. Et avec un mode de fonctionnement, un mode en déconnecté, c'est-à-dire que l'application mobile elle peut fonctionner toute seule dans son coin, qu'on va venir rebrancher après, on va venir synchroniser des données avec le back, une petite application Android et une application iOS. Ça, c'est pour avoir un exemple, parce que je vais réutiliser ces idées-là dans la suite de la présentation. Donc les niveaux et types de tests. Là, on a un beau petit cycle en V avec le besoin qui arrive en haut à gauche. Donc toute la partie gauche, c'est la partie spécification, développement. Et dans la partie droite, on a la remontée du cycle en V, avec les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système et les tests d'acceptation. Ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux de test. Et c'est des choses qui font partie de la terminologie des tests. Et une petite barrière, une petite frontière verte. Tout ce qui est en dessous des pointillés verts, ça s'appelle de la vérification, du test de vérification. En général, on est côté MOE. Et au-dessus des petits traits verts, on est dans la partie MOA. Donc la validation, c'est plutôt ce qu'on va faire côté client pour s'assurer que le développement qu'on a fait est conforme à l'utilisation à ce qui va être utilisé par les utilisateurs. Et la partie vérification va plutôt être dans j'ai fait une spec, j'ai rédigé comment ça devait fonctionner et je vais vérifier que ma spec elle est bonne. Associé à ça, on a 4 types de tests qui ne sont pas forcément corrélés avec les niveaux de test. On a les tests fonctionnels, donc j'ai des fonctionnalités à développer, je les ai développées, et je vais aller tester que ces fonctionnalités-là sont bonnes. Par exemple, sur la création de devis, je vais m'assurer que je suis capable de créer un devis, de le supprimer, d'associer un client, et de générer derrière le montant du devis correctement. Les tests non fonctionnels, donc là je vais plutôt être sur du test de charge, du test de performance, mais ce test de charge ou de performance, je peux très bien le faire au niveau intégration, je peux le faire au niveau unitaire, je peux le faire au niveau système, je peux le faire, c'est pas forcément corrélé au niveau de test. Les tests liés au changement, confirmation, non-régression. Donc là j'ai un bug, je dois vérifier que mon bug fonctionne, mais on appelle ça un test de confirmation. Et en général, associé avec ce test de confirmation, on va avoir des tests de non-régression pour voir s'il n'y a pas eu des effets de bord de la correction sur le reste de l'application. Et la dernière partie, c'est les tests structurels, où là, je sais comment mon système est développé. Tout à l'heure, j'avais un back et un front. Là, je vais plutôt aller tester, par exemple, la partie back, avec des tests d'API. Voilà, petit exercice. Si j'ai des tests d'intrusion, vous pensez que ça correspond à quel type de test ? Ouais, non fonctionnel. Ouais. Si j'ai une correction de l'application de la TTC sur mon devis.
C'est lié au changement, ouais. Un test API. Alors, j'ai vendu un peu la mèche juste avant. Et le dernier, test fonctionnel, bien joué. Voilà, ça permet en fait, quand on travaille sur une application, d'imaginer déjà les types de tests qu'on peut faire sur une application. Sur quoi je vais jouer, sur quoi je peux jouer, et à quel niveau, à quel moment, et sur quelle partie du logiciel. Associé au test, on a un processus fondamental de test, qui lui aussi dans le syllabus. Donc, comme on a un processus de développement logiciel, en général que tout le monde connaît bien, spécification, conception, développement, test unitaire, MR, etc. Dans le test logiciel, il y a aussi un processus. Il y a la planification des tests, comment je vais organiser mes tests, combien de personnes je vais mettre, à peu près quel effort je vais devoir mettre sur les tests, à quel moment je fais les tests. Je suis en cycle agile, je suis 3 semaines de développement, enfin 3 semaines pour une version. À quel moment je fais les tests? Est-ce que je les fais tout le long? Est-ce que je les fais juste à la fin d'une version? Est-ce que je les fais, je me prévois 2 jours ou 3 jours de tests de non-régression à la fin d'une version? Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Comment je planifie mes tests? Quel effort je mets dessus? À quel moment je fais la conception? À quel moment je fais les tests? Le suivi et le contrôle des tests, ça c'est la vérification de la planification. Donc m'assurer que je gère bien toutes les phases qui ont été définies dans la planification. L'analyse des tests. Donc là, j'ai des fonctionnalités à développer. La création de devis. J'ai ma petite application tout à l'heure, création de devis, création de commandes, gestion des utilisateurs, synchronisation de base. Essayer de voir les types de tests que je vais faire par fonctionnalité. Est-ce que comment je vais gérer la création de devis? Est-ce que je dois prévoir des tests de charge? Est-ce que je dois prévoir tous les types de tests que je peux imaginer sur cette application-là? Je vais commencer à lister tout ça pour me faire un premier jet de ce que je vais devoir imaginer comme test. Une fois que j'ai fait cette partie-là, là je peux partir dans la conception. C'est-à-dire, j'ai ma fonctionnalité de création de gestion de devis. Création, c'est une UC. L'affectation à un client, c'est une UC. Et petit à petit, comme ça, je vais aller raffiner jusqu'à faire l'implémentation des tests, où là, j'ai des cas d'utilisation beaucoup plus précis. C'est-à-dire que je me log, je saisis mon login, je saisis mon mot de passe, je vais dans la création de devis, je clique sur le bouton création de devis, je rajoute les informations sur le devis, et puis là, j'ai vraiment tous mes steps qui vont être créés. L'exécution des tests. Donc là, j'arrive à la fin de ma version, quand le ticket est terminé, je déroule les cas de tests. Et la clôture des tests. Donc là, sur une version, sur un sprint, à la fin de sprint, tout le monde a travaillé pendant 3 semaines, on arrive à la fin de la version, on fait un rapport de tous les tests tous les bugs qu'on a rencontrés, tout ce qu'on a testé, tous les bugs qu'on a rencontrés, et puis ces bugs, est-ce qu'ils ont été corrigés ou est-ce qu'on les reporte à la version suivante? Et une fois que j'ai fait tout ça, les tests sont terminés et je peux repartir dans un nouveau cycle du processus de test. Les 7 principes sur les tests. Donc ça, c'est pareil, c'est codifié, c'est dans le syllabus. Et ça permet de se rattacher à quelque chose quand des fois on a des doutes sur ce qu'on est en train de faire au niveau test. Comment je m'y prends? Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai fait suffisamment ou pas? Ça permet d'y répondre en partie. Donc les tests montrent la présence de défauts, pas leur absence. On va rentrer dans le détail après. Je fais juste la liste. Les tests exhaustifs sont impossibles. Tester tôt économise du temps et de l'argent. Le regroupement des défauts. Le paradoxe du pesticide. Celui-là, il est marrant. Vous allez voir. Il est vicieux. Les tests dépendent du contexte. Et l'absence d'erreur est une illusion. Les tests montrent la présence de défauts, pas leur absence. Chercher des défauts ne permet pas de garantir qu'il n'y en a pas. Dans une application, il y a une multitude de boutons, on peut passer dans plein de branches du logiciel, on peut aller vraiment dans beaucoup d'endroits. On peut passer énormément de temps, c'est pas parce qu'on a passé beaucoup de temps et qu'on n'a pas trouvé de défaut qu'il n'y en a pas. Il y a une analogie en fait, c'est sur les champignons de la forêt. Je vais dans une forêt, je cherche des champignons, je peux parcourir toute la forêt,
bah, j'ai peut-être pas trouvé de champignons. Si en fait je veux trouver des champignons dans la forêt, il va falloir que je passe mètre carré par mètre carré toute la forêt. Il n'y en aura peut-être pas en fait la première fois quand je vais passer à un endroit, mais peut-être qu'entre-temps, une fois que j'aurai parcouru toute la forêt, bah, il y en a peut-être qui auront poussé à cet endroit-là. Je ne les aurais pas vus parce qu'ils n'y étaient pas encore, ou bah, je suis passé, je ne les ai pas vus parce qu'il y avait quelque chose qui les masquait. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas, enfin c'est pas parce que je les vois pas que ça n'existe pas. Et j'ai mis une petite référence à la Taverne du Testeur, c'est un site internet qui parle du test et qui souvent explique bah, notamment les différents principes de test et puis qui permet de collaborer au niveau des testeurs, partager de l'information. Les tests exhaustifs sont impossibles. Une application peut avoir des millions, voire des milliers, voire des millions de lignes de code ou de chemins à parcourir. C'est quasiment impossible de tout balayer. Il n'y a vraiment que sur des petites applications avec des outils vraiment aboutis qu'on peut les trouver, qu'on peut tout parcourir. Mais même dans ces conditions-là, il y a des cas qu'on ne trouvera pas, notamment les interactions entre une application et son environnement. Donc là, j'ai mis un petit compteur électrique, parce qu'à une époque, je faisais de l'embarqué, j'ai travaillé sur des compteurs électriques. Il y avait un truc qui était marrant, quand j'étais là-bas, il parlait des fourmis, en fait. Les fourmis, elles rentrent dans les compteurs électriques, puis au bout d'un moment, elles sont toutes collées les unes aux autres, puis ça fait un court-circuit, puis ça pète le compteur. Bah ça, on ne peut pas le faire en test, en fait. On n'imagine pas ce genre de situation. Se dire, bah tiens, les fourmis, elles vont me péter mon compteur électrique, c'est pas possible en fait. Un compteur électrique, on peut pas mettre un tournevis dedans, il y a juste une toute petite ouverture à un endroit pour éventuellement déclipser le capot. Et on se dit pas que c'est les fourmis qui vont venir péter mon compteur. Un autre point qui justifie que les tests exhaustifs sont impossibles, c'est qu'on a un temps limité pour faire les tests. Je suis sur une version de 3 semaines, je peux éventuellement passer 3 semaines à tester. Si j'arrive à 4 semaines, il y a un moment donné, ça va plus passer en fait. Donc je vais être obligé de limiter le temps. Et si je veux vraiment que ça passe en 3 semaines, pour que quand je fasse mes tests, il y a une nouvelle version qui est développée, et puis une fois que j'ai terminé mes tests, je teste la nouvelle version, il va falloir que j'augmente le nombre de personnes. Et le nombre de personnes, il n'est pas illimité non plus. Donc à un moment donné, je vais être limité par le nombre de personnes, le temps, et puis éventuellement des problématiques un peu plus techniques qui ne me permettront pas de vérifier que tout est correct. Donc il faut choisir. À un moment donné, il faut choisir, et potentiellement, on peut passer à côté de quelque chose. Tester tôt économise du temps et de l'argent. Ça, c'est évident. Enfin, j'espère. Pour moi, ça l'est. Maintenant, ça l'est en tout cas. Lors des spécifications, quand on est testeur, juste relire les spécifications, des fois, ça permet de se dire « Ah ben ça c'est pas possible. Ça ne marchera pas en fait. J'ai déjà vu ce cas-là, ça ne marchera pas en fait. Quand on a ces enchaînements-là, il y a toujours des bugs, il y a toujours un problème. Il y a un problème de cohérence. Ce n'est pas les bonnes questions qu'on s'est posées. Donc cette remise en question-là, au moment des spécifications, elle est importante et elle permet d'éviter de se lancer dans des développements qui peuvent être coûteux. Lors de la conception des tests. Pourquoi ? Parce que je commence à analyser les fonctions. Je me dis, j'ai une création de devis à faire. Je commence à imaginer comment je vais tester cette fonctionnalité-là, même si c'est relativement, tout n'a pas été développé, j'ai pas les boutons, j'ai pas tous les champs. Je peux commencer à imaginer les scénarios de test que je vais utiliser pour aller tester l'application. Donc ça me permet de soulever de nouveaux cas en fait, des cas qui n'ont pas forcément été imaginés pendant les spécifications. Lors du développement, c'est là en fait le nœud du problème, c'est là qu'on va commencer à créer les bugs. Discuter avec le développeur en fait, souvent ça permet de se dire ah tiens t'as fait comme ça, ah mince j'avais pas pensé à ce cas-là. T'as pas d'autres idées en fait des impacts de ce que t'as fait. Est-ce que tu pourrais me dire je sais pas, ça peut avoir un impact sur telle autre partie du logiciel, la création de devis, je suis sur la création de devis, est-ce que ça peut avoir un impact sur la partie client? Et là, avec cette discussion-là, en fait, on peut soulever aussi des problèmes et éviter qu'on les retrouve un petit peu plus tard dans la partie développement, dans la partie test. Lors des tests unitaires, donc celui-là, c'était le premier truc sur lequel j'avais commencé à faire du test, des tests unitaires, ça te permet de tester tous les cas de base sur une classe, sur un ensemble de classes. Souvent, ça évite des bugs qu'on verra probablement lors des tests, mais des fois qu'on ne voit pas non plus, parce qu'on n'imagine pas tous les cas, parce que là, il n'y a que le développeur en fait, qui sait comment il a construit son application. Les tests en local. Donc ça, les tests unitaires, c'est du test automatique. Le test en local, c'est j'ai fait ma petite application, je vérifie dans mon environnement de dev que ça fonctionne. Et ça, c'est souvent, du côté de mon point de vue à moi, en tant que testeur, c'est souvent négligé. Donc il y a souvent quelques tests qui sont faits,
ça marche, et puis une fois ça marchote ou qu'on a testé le nominal, on passe à la suite, on passe un autre ticket, et puis après ça envoie ça des fois un peu tard. Lors de la relecture DMR, là c'est pareil, c'est le développeur en fait, c'est les développeurs qui regardent ce qui a été fait par un autre développeur. Souvent il y a des petites erreurs qui passent dans le développement, on ne se rend pas compte, et le fait d'avoir une relecture, ça permet d'éviter ces petites erreurs en fait. Des affectations de string, si on utilise des langages non typés, j'affecte un string dans une variable, un int plutôt dans une variable en string, et je la réutilise après en string, alors que c'est pas le bon formatage. Ça, c'est des cas qu'on peut revoir en lecture de MR. Et il y a des cas aussi qui sont intéressants, c'est la personne qui relie a fait un développement similaire, pas tout à fait la même chose. Elle a fait par exemple appel à un web service. Elle sait que quand on fait appel à ce web service-là, je lui passe une URL avec quelques paramètres, et il y a une combinaison de paramètres en fait qui ne marche pas. Et la personne qui a fait la fonctionnalité, là, celle qui fait ça, qui a envoyé sa MR en relecture, elle ne connaissait pas ces cas-là. C'est un moment en fait où on peut se dire, tiens, j'ai rencontré ces problématiques-là, tu devrais peut-être vérifier que ça fonctionne, parce que je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups. Lors des tests de la version, donc ça c'est le travail du testeur. Puis après, des fois, il se passe des trucs après la livraison, et là, en général, ça fait mal. Ça peut coûter très 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 cher. Je suis sur une version en fait qui dure 3 semaines, toujours on met les mêmes exemples. Je suis en version agile. Je dois gérer une situation de crise, donc c'est-à-dire que les développeurs vont être sur cette gestion de crise. Potentiellement, on bloque le reste de l'application. Il va falloir faire du reporting, il va falloir refaire une mise en production, et tout ça, ça a des coûts relativement importants. Et là, sur le projet sur lequel je travaille, une MEP, une mise en production, il faut la planifier 15 jours, 3 semaines à l'avance, et des fois, on a un créneau par semaine. Donc si jamais on loupe le créneau, ça va être dans une semaine, peut-être dans 15 jours qu'on aura la possibilité de faire une mise à jour. Et si jamais on la passe, cette MEP, pour nous, parce qu'on avait un bug, c'est les autres qui vont être bloqués. C'est les autres personnes qui avaient une MEP à faire qui vont être bloquées. Donc là, ça coûte extrêmement cher. Donc plus on va remonter vers le début, et moins ça va coûter cher. Ça ne va pas coûter cher en dev, si on trouvait un bug dans les spécifications, ça ne va pas coûter cher au niveau test ou même en retour côté développement si on les trouve dans les TU. Le regroupement des défauts. Alors ça, c'est de la théorie. Je ne sais pas si ça se vérifie vraiment, mais c'est quand même... ça permet quand même d'avoir une bonne approche sur les tests, sur quoi aller tester. 80% des défauts proviennent de 20% du soft. Donc là, j'ai mes 4 fonctionnalités à gauche et mes applications. Je sais que la synchronisation de base, c'est la merde, à chaque fois. Pourquoi ? Parce que la création de devis, la saisie de commande, les comptes clients, c'est facile à tester en fait. J'ai mes petits IHM, clic, 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 je vais cliquer, je remplis les champs, je crée mon devis, je peux le voir, je peux le consulter, ça va assez vite, ça marche. La synchronisation de base, notamment en déconnecté, je vais saisir mes champs, ça va partir dans ma petite base locale, ça va être compressé, ça va être renvoyé après vers l'application serveur. Quand ça va arriver côté application serveur, si j'ai un problème de type, si j'ai un problème de désencapsulation des données, là ça peut tout faire péter. Et en fait, je vais le voir qu'après coup. Et imaginez tout ce que je peux mettre dans ma partie base locale et qui va remonter côté base serveur, c'est compliqué à imaginer, compliqué à tester. Et puis l'autre truc qui déconne, c'est mon petit Android. Là, j'ai une application React native. Donc normalement, mon code est compatible Android à iOS, ça marche bien, mais sur Android, j'ai toujours des problèmes de décalage de champs, voire des fois j'ai des champs qu'on ne voit plus très bien. Je sais que dans ce cas-là, je vais d'abord aller tester Android en premier. Comme ça, ceux qui font quand je vais trouver les bugs, les développeurs peuvent corriger. Et puis une fois que j'ai terminé cette partie-là, je vais aller tester iOS tranquillement parce que je sais que la plupart du temps, ça va passer. Donc ça permet d'avoir une stratégie sur qu'est-ce que je vais aller tester en premier, qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui n'est pas sensible. Et en général, on acquiert ça par l'expérience, on sait qu'il y a toujours des parties qui déconnent. Alors le paradoxe du pesticide. Alors celui-là, il est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus vicieux. Je suis toujours sur mon application mobile iOS. En fait, j'ai mes TNR qui sont exécutés à chaque fin de version. Et la première fois que j'exécute mes TNR, j'ai pu détecter un bug sur la 2.70 sur la création de devis. Pas de problème, mes TNR sont bons. Les TNR, vous voyez ce que c'est les tests de non-régression ?
Non. Les tests de non-régression, en fait, quand j'arrive à la fin d'une version, j'ai testé toutes les fonctionnalités qui ont été développées par l'équipe. Et pour m'assurer que mon application, il n'y a pas eu d'effet de bord, je vais repasser une liste de tests qui vont me donner de la garantie sur ce que j'ai développé, sur le logiciel qui a été développé. Notamment, là, si je prends mon application, les TNR, ça va être quoi? Je vais aller créer un devis rapidement, faire une saisie de commande, faire des tests sur les comptes clients et un petit test de synchronisation de base pour m'assurer que toute la chaîne fonctionne correctement. Donc même s'il n'y a eu qu'une modification sur le compte client, je rebalaye tout parce qu'on ne sait jamais, il y a pu avoir un effet de bord qu'on n'avait pas forcément vu lors du développement. Puis ça donne de la garantie, ça donne de l'assurance aussi sur ce qu'on va livrer et éviter le cas qu'on avait avant où on a un problème en production. Donc là, je fais mes tests de non-régression en fin de version et je trouve un bug sur la création de devis, sur la 270. Très bien. Et entre-temps, sur la 271, il y a eu une modification de champ en base de données pour les numéros de commande. On a rajouté, les numéros de commande avant, c'était que des entiers. On stockait ça dans un varchar, dans la base de données. Mais le type en base a changé. On est passé sur un int parce qu'on saisissait que des entiers. Ok, pourquoi pas. Sauf que moi, mes TNR, je ne les ai pas mis à jour. C'était un peu transparent pour moi. Je n'ai pas forcément vu ça. Bon, ok. Je passe sur la 271, je trouve un bug orange sur la saisie des commandes, très bien, mes TNR, ça veut dire qu'ils sont bons, puisque j'ai détecté 2 bugs. Je continue à tester mes versions, puis au bout d'un moment, il y a le client qui commence à utiliser des lettres dans le champ des bons de commande. Il a le droit, en fait, on a juste fait la modification du champ dans la base de données, donc pas de raison qu'il ne puisse pas le faire. Il le fait, et ça plante en prod. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes TNR, je ne les ai pas mis à jour, en fait. J'ai pas eu l'idée de me dire, tiens, il y a une modification en base de données, faudra peut-être que je change mes TNR pour aller maintenant checker que quand je saisis une lettre, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, en tout cas, j'aurais peut-être dû faire quelque chose, mais j'y ai pas pensé. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention parce qu'en fait, les tests de non-régression, c'est des tests qu'on fait rarement évoluer parce qu'on se dit, ça couvre, ça passe à chaque fois. Bon, je suis bon en fait, mon application elle est bonne. Éventuellement j'ai une nouvelle fonctionnalité, je rajoute quelques cas de test et puis voilà, ça marche quoi. Mais souvent le problème c'est pas sur les nouvelles fonctionnalités qu'on a rajoutées, c'est sur les fonctionnalités qui étaient relativement anciennes et sur lesquelles on a fait des modifications dont on ne s'est pas rendu compte. Exemple 2, c'est plutôt pour éviter les problèmes dans une version. Je suis développeur, ou même testeur. J'ai ma petite application qui a un compte par défaut dans mon appli mobile et j'utilise toujours ce compte par défaut en fait. C'est facile à utiliser, je me pose pas de questions, ça va plus vite en fait. Moi, mon but c'est pas de tester la partie compte client en fait. Mon but c'est de tester les devis ou c'est de tester les commandes. Donc j'utilise ce compte par défaut. Mais en fait, si j'utilise tout le temps ce compte par défaut, je vais pas voir si jamais il y a un problème qui a été introduit lors de la création d'un utilisateur, lors de la création d'un client. Et lors de l'affectation d'un devis à un autre client, par exemple, d'un devis à un client, il va peut-être avoir des problèmes. Et je ne vais pas m'en rendre compte parce que je n'ai pas créé de nouveaux utilisateurs depuis un moment sur mon application. Donc si le développeur ne le fait pas, si le testeur ne le fait pas, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de test à faire sur cette partie-là parce qu'il n'y a pas eu d'évolution, c'est un risque fort d'avoir des problèmes en prod. Donc l'idée là-dessus, c'est de se dire, tiens, dans mon application, plutôt que d'utiliser tout le temps compte par défaut, aujourd'hui, je vais créer un nouveau client, puis je vais voir ce que ça donne, et puis je vais utiliser ce nouveau client toute la journée. Potentiellement, si j'ai besoin de réciter mon application, je recrée un nouveau client, ça va me prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, mais finalement, je vais les gagner en sûreté sur la fiabilité de ce que j'ai fait. Et puis demain, je vais créer 2 comptes. Puis après-demain, je vais revenir sur mon compte par défaut. Puis la semaine prochaine, peut-être que je vais recréer un client, juste un compte client. Puis la fois d'après, je me dis, tiens, je vais créer un devis. À chaque fois que je démarre l'application, je créerai un devis pour voir ce que ça donne. Et essayer de mettre de la variabilité comme ça. Et en fait, quand on est dans une équipe où il y a 2, 3, 4 personnes, avoir cette variabilité-là, en fait, ça va permettre de lever des bugs beaucoup plus vite sur les applications. Donc il faut penser à varier ces tests, ne pas faire tout le temps la même chose. Essayer d'imaginer que l'application peut être utilisée d'autres manières que ce qu'on fait quand on est en phase de développement. Ouais. Parce que le pesticide, en fait, il va venir tuer toutes les mauvaises herbes. Puis à un moment donné, en fait, il n'y a plus de mauvaises herbes à tuer. Il y a peut-être quelque chose qui va pousser à la place,
mais le pesticide ne va plus les tuer en fait. Donc il y a une nouvelle mauvaise herbe qui va pousser à la place. C'est un peu comme les bactéries en fait. Si tu tues les bactéries, au bout d'un moment, toutes les gentilles bactéries elles meurent, les méchantes elles meurent, et puis celles qui vont réapparaître, ça va être des bactéries qui sont super méchantes, qui vont potentiellement affecter l'homme. Donc à force de tuer tout le temps au même endroit et de la même manière, en fait, on finit par faire apparaître d'autres problèmes ou d'autres soucis. Les tests dépendent du contexte. Si je suis sur mon application mobile ou mon serveur, les tests, en fait, je ne vais pas aller faire de la même manière. Sur mon application mobile, je vais plutôt aller tester la présence des champs qui étaient demandés. Je vais aller tester les valeurs par défaut, le rendu de la page, l'ergonomie, puis éventuellement tester plusieurs smartphones. Si je suis côté serveur, je vais plutôt utiliser des tests. Je vais aller faire des tests sur mon API avec Postman. Je vais aller faire des tests de perf avec Gatling. Je vais aller mesurer des temps de réponse et des temps de charge. Donc là, on voit bien qu'en fonction de l'application qu'on va tester, on ne va pas mettre en œuvre les mêmes moyens. Là, c'est une application web. Si je suis sur une application embarquée, je vais peut-être utiliser d'autres moyens en fait, pour aller faire ces tests-là. Si je suis sur une application PC, je vais aussi utiliser d'autres techniques. Je ne vais pas faire de test d'API, par exemple. Donc c'est important de se dire, mon application, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est construite, et qu'est-ce que je peux tester dessus. Et je ne vais pas forcément mettre les mêmes moyens en place. Un autre exemple, j'ai deux applications. Une application forfaitisée pour un groupe international et une application interne pour une PME locale, type un petit transporteur par exemple. 2000 utilisateurs à gauche, 12 pays, 6 versions par an. À droite, 10 utilisateurs, je fais une version par an et j'ai la possibilité de faire une mise à jour quand je veux. Si j'ai un bug, c'est pas grave. À gauche, j'ai un chef de projet, un tech lead, 8 développeurs, un test lead et 2 testeurs. Je ne suis pas forcément dans les mêmes moyens que sur la partie droite où j'ai juste un tech lead et 2 développeurs. Là, les tests que je vais mettre en place, c'est évidemment pas les mêmes entre l'application pour le groupe international et l'application pour la PME. Si je suis sur la PME en local, les développeurs peuvent faire les tests. Si jamais il y a un bug, c'est pas grave, je remets à jour. J'ai la possibilité de le faire, je peux aller vite. Pas besoin de mettre beaucoup d'efforts de test dessus. Je suis sur une application où il y a 2000 utilisateurs. Si je me loupe, ça va criser là en fait. Si je bloque les gens pendant une journée ou 2 journées, ça va coûter cher, ça risque de gueuler en fait. Enfin, ça va gueuler. Donc là, on essaye de mettre des moyens en place en fonction du contexte de l'application. Et dernier principe de test, l'absence d'erreur est une illusion. Pour l'application Customer Care, il y avait 5 développeurs sur l'application. Pendant 8 mois, 3 testeurs qui ont été intégrés dès le début, donc on peut checker les specs. On avance sur le sujet on peut avancer sur le sujet jusqu'au bout du projet. À 2 mois de la fin, ils ont commencé à mettre le test sous stress. Et finalement, ils ont trouvé 20 bugs qu'ils ont corrigés. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai la qualité et la fiabilité ? Oui, probablement, puisque tous les bugs trouvés ont été corrigés, on a mis les efforts, on a mis les moyens en place. En fait, il y a quelque chose qui peut apparaître, qu'on n'imagine pas forcément, ça revient un petit peu à la partie MOE, MOA, c'est que les utilisateurs n'arrivent pas à utiliser l'application. Il faut essayer de se mettre aussi, se dire, c'est pas parce que j'ai pas vu de problème à mon niveau développement, au niveau test, que finalement j'ai bien couvert le besoin utilisateur. Et de la même manière, en fait, c'est pas parce que j'ai testé le logiciel jusqu'au bout et que j'ai rien trouvé que finalement il n'y a pas des choses que j'ai laissées passer. Ça rejoint un petit peu un des autres principes où il y a peut-être des moments où dans le contexte, ça va pas fonctionner. Donc il faut faire attention quand on se dit ouais je suis serein, j'ai 0 bug, oui peut-être. Mais à la fin il y a peut-être quand même des bugs. Et ces bugs-là, il faut les accepter. Il faut se dire oui je les ai, je les prends en charge, je les corrige, et puis on fait en sorte que ça se passe bien. Là, pour des problèmes utilisateurs comme ça, il faut peut-être aussi se poser la question de la relation qu'on a pu avoir avec le client. Puisque s'ils n'arrivent pas à utiliser l'appli, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu de démo. Mais bon, c'était pour l'exemple. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que c'est pas trop abstrait. Donc j'espère que ça fait aussi, ça vous parle. Technique de conception de test. Alors, là j'ai pris 3 parties, je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Mais il y a 3 notions, les tests en boîte noire, les tests en boîte blanche et les tests en fonction d'expérience. Est-ce que ça vous parle, les tests en boîte noire, boîte blanche? Non? C'est ça, ouais. On ne peut pas voir le code. Et boîte blanche, on peut voir le code. Donc la boîte noire, ouais, c'est ça. On ne voit pas le code, en fait. On voit l'application de l'extérieur, on ne sait pas comment elle est construite, on ne sait pas comment ça a été généré, on ne sait pas si c'est du Python, si c'est du JavaScript ou si c'est autre chose. Là, on a juste des interfaces, soit des interfaces utilisateurs, soit des interfaces via des API, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on va juste aller les solliciter de l'extérieur et puis voir comment ça se comporte. Donc il y a 4 techniques en fait qui sont associées à la boîte noire, qui sont des techniques relativement basiques et qui méritent quand même d'être connues et d'être appliquées aussi. Surtout d'être appliquées. La partition d'équivalence, l'analyse des valeurs limites, les tests de table de décision et les tests de transition d'état. C'est quoi la partition d'équivalence? Là, j'ai un petit exemple avec un petit diagramme avec des températures entre 0 et 100 degrés. Si je suis entre 0 et 69, je dois afficher du vert. Je suis entre 70 et 89, j'affiche du orange. Je suis entre 90 et 100, j'affiche du rouge. Alors, ce n'est pas très compliqué, la partition d'équivalence. C'est de se dire, je vais tester dans les 3 domaines, dans les 3 parties. Dans la partie verte, la partie orange et la partie rouge. Donc, je teste 35, 80 et 95. Donc ça, c'est relativement facile à mettre en test unitaire. La plupart du temps, c'est même évident, mais ce n'est pas toujours fait. On n'y pense pas forcément. On se dit, bah, j'ai testé le vert, puis le orange. Bah, le rouge, je vais le tester aussi. Je fais une petite modif, et puis bah, j'oublie de retester le vert derrière. Puis j'ai un petit problème. Alors ça, c'est un exemple simple. Hein. Mais dès qu'il y a un petit peu plus de complexité, bah, on peut passer à côté. Puis on peut se poser aussi la question de savoir, est-ce que je teste moins 1 et 110, si c'est possible? Parce que là, en l'occurrence, c'est une température. Si je suis négatif, il ne faudrait pas que ça fasse planter. L'analyse des valeurs limites, c'est le même exemple. La même chose, même plage de valeurs. Et là, je vais aller tester plutôt ce qui se passe aux frontières. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le vert et le orange, entre le orange et le rouge? Je teste à 0, normal, c'est la valeur la plus basse, 69, juste avant la zone orange, 70, je suis dans la zone orange, 89, avant la zone rouge, 90, je suis dans la zone rouge, et le 100, parce que je suis juste à la fin de la zone rouge. Et je peux me poser la question aussi de savoir si je dois tester les valeurs limites comme tout à l'heure, enfin les valeurs juste aux limites, moins 1 et 101. Ces tests-là, en fait, sur des valeurs entières, ça paraît assez évident. Mais si on a des nombres décimaux, qu'est-ce qui se passe? Je suis à 69,9. Je suis orange ou je suis vert? Ouais, potentiellement, il y a une faille, ouais. Donc ça, c'est un exemple en fait sur lequel j'ai dû travailler pour une application qui fait de la détection de virus. Où là, on doit rendre un résultat, on doit dire est-ce que mon échantillon est positif ou négatif? Si je suis à 69,9, est-ce que je suis positif ou est-ce que je suis négatif en sachant que la limite elle est à 70? En fait, là, on va aller jouer sur les virgules. On va se dire bah, là, on va faire des comparaisons soit sur des nombres entiers, soit un chiffre après la virgule, soit 2 chiffres après la virgule. Mais là, il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait. Si jamais il y a une erreur, potentiellement, on contamine quelqu'un. Donc, c'est des parties qui sont très importantes à aller tester ces valeurs limites et de savoir comment on va aller les tester. L'étape de décision. Donc ça, c'était le 3e exemple des tests en boîte noire. J'ai pris un cas simple, c'est une détection de risque d'incendie. Donc si on a une température qui est inférieure à 25, quel que soit le taux d'humidité, bah, je n'ai pas de risque d'incendie en fait, parce que je suis inférieur à 25, il n'y a pas de risque. Je suis bien. Je suis supérieur à 25, avec un taux d'humidité supérieur à 60, j'ai suffisamment d'humidité dans l'air pour pas qu'il y ait de risque d'incendie, donc pas de problème. Par contre, si je suis supérieur à 25 et j'ai un taux d'humidité inférieur à 60, là, j'ai mon alerte qui doit se déclencher. Donc ça, c'était juste un petit exemple pour vous montrer que potentiellement, je peux aller tester que les deux valeurs qui sont ici. Le 25 inférieur à 25, je n'ai pas forcément besoin d'aller tester le inférieur à 60 ou le supérieur à 60, ou en tout cas pas dans toutes les situations. Mais parce que si je rajoute des cas en fait dans mes causes qui vont déclencher par exemple mon alerte, je peux avoir d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, le vent, je peux avoir le nombre de jours où il a pas plu qui rentre dans cette partie-là. Je vais avoir des nouvelles causes qui vont rentrer
Et ces nouvelles causes-là, ça va me faire un nombre de combinaisons qui est trop important à tester. Donc il va falloir que je trouve un moyen de rationaliser les tests que je vais faire pour ne pas avoir 2 à la puissance, je ne sais pas combien de tests à faire. Dernière partie dans les tests en boîte noire, c'est la notion de test de transition d'état. Donc là, petite application simple, timer arrêté, timer en cours. J'ai des transitions qui permettent de passer d'un état à un autre, ou de rester dans le même état, mais en tout cas d'avoir des actions sur mon petit timer. Quand je suis en timer arrêté, je peux changer le temps. Je peux démarrer le timer, il va passer en timer en cours. Je peux resetter le timer, mais que dans la partie timer en cours, parce qu'a priori, je n'ai pas besoin de le resetter quand il est arrêté. Quand il est terminé, je reviens en timer arrêté, et je peux arrêter le timer manuellement. Donc ça, c'est des systèmes qui sont relativement communs, où je peux avoir plusieurs états, plusieurs transitions. Et souvent, ce qu'on teste, c'est les cas nominaux qui sont dessinés ici. Mais la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais un reset du timer quand le timer est arrêté? Comment ça va se comporter? Donc là, potentiellement, ça peut redémarrer le timer. Donc là, c'est pareil, c'est un exemple relativement simple. Mais sur des systèmes un petit peu plus compliqués, j'avais travaillé sur une machine à café, en fait, où il y avait cette notion de timer-là. Il y a le café qui s'écoule. Enfin, on broie le café. On met un petit peu d'eau dans le café, ça coule, et à la fin, on dit à l'utilisateur, c'est bon. Mais à côté, il y a l'eau, on peut retirer, remettre le bac à eau, on peut jouer avec la partie grain, enfin, il y a plein de parties sur lesquelles on peut jouer, et ça peut intervenir à n'importe quel moment. Ça, toutes ces parties-là, il faut penser à les tester, en fait. Et quand on a fait je ne vais pas dire un bon code, mais on peut très bien avoir un code qui représente ces timers et transitions. Et si on a bien isolé cette partie-là, on peut aller la tester en test unitaire. On peut aller chercher en fait tous les cas possibles dans le fonctionnement. Et c'est beaucoup plus efficace que de le faire sur l'application finale. Les tests en boîte blanche. Donc il y a 2 types de tests en boîte blanche. La couverture de code, les débuggers. La couverture de code, c'est du classique. Hein. Couverture d'instructions, couverture des branches décision, couverture des chemins. Et en général, on utilise un outil pour faire ça, SonarQube, associé à des tests unitaires. Il faut avoir les tests unitaires, bien sûr. Il faut évidemment les faire. Si on ne les fait pas, on ne pourra pas avoir la couverture de code. Et souvent, maintenant c'est intégré, c'est les couvertures branches décision qui permettent d'être le plus efficace pour trouver les bugs. Et en général, quand on a une application qui est bien couverte, on a peu de risques d'avoir des plantages. Des plantages, pas des trucs qui ne fonctionnent pas à la fin, mais au moins des plantages. Pas d'exception, pas de trucs qui vont péter brutalement. Et puis on a la partie avec debugger, mais là qui est un peu plus c'est pas anecdotique. On a un problème et puis on va aller inspecter le code pour savoir ce qui se passe et puis aller chercher de plus en plus loin. Donc ça alors je fais plus de développement, mais c'est des opérations que je fais souvent avec les développeurs. Ils ont un problème, je vais regarder avec eux ce qui se passe et puis essayer de donner du contexte à ce qu'ils font, parce que souvent ils sont enfermés dans le développement qu'ils sont en train de faire, dans ce qu'ils sont en train de comprendre. Et là, avec le fait de travailler avec eux, c'est attends. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on cherche à tester? Et c'est quoi les données d'entrée que tu as pour faire ton test? Et la dernière partie, c'était les tests en fonction de mon expérience. Ou de votre expérience, en fait. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui sert... je ne vais pas dire que c'est le plus efficace, parce qu'avoir une partie analytique, c'est quand même important. Mais quand on fait du développement, on fait notre développement, et il faut basculer justement de la capacité de développer à tester, ça permet d'avoir un petit peu plus de recul et puis de pouvoir être capable de faire du test en changeant justement cette casquette. Donc il y a 3 techniques. Les tests exploratoires. Donc là, les tests exploratoires, pour un testeur ou même pour un développeur, je me dis, j'ai fini ma fonctionnalité, c'est intégré, je me donne 40 minutes. Dans 40 minutes, je vais tester ma fonctionnalité, tout ce que je peux faire, tout ce qui va me passer par la tête. Donc je vais faire les trucs nominaux en général, puis au bout de 20 minutes, je les aurai faits. Je commençais à me dire, maintenant que je les ai faits, qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis là, je vais continuer, je vais essayer d'aller faire des trucs un peu plus tordus. Puis comme il me reste encore du temps, là, je vais aller faire des trucs super tordus. Je vais commencer à mettre des trucs un peu n'importe où, je vais commencer à cliquer n'importe où. Donc ça, c'est des trucs très intéressants parce que ça permet de sortir du contexte de ce qu'on est en train de faire. On est vraiment dans l'utilisation, puis ça a un petit côté un peu sympa parce qu'on voit ce qui a été fait. Et souvent, ça permet aussi quand on ne connaît pas les fonctionnalités, d'aller vérifier, d'aller comprendre comment les choses fonctionnent.
Et pour ces tests-là, j'étais tombé sur un testeur, un fou. En fait, il faisait des tests exploratoires, mais c'était un malade, en fait. Il cliquait, en fait, partout, tout le temps. Et il trouvait des bugs comme ça, en fait. J'ai cliqué 7 fois à cet endroit-là. Ça plante. Pourquoi? Enfin, je sais pas, en fait. Pourquoi ça plante? Il y avait des transitions d'écran, en fait. Et il arrivait à catcher, en fait, des événements entre des transitions d'écran. Et à lever des exceptions, parce qu'à un moment donné, il y avait un truc qui était nul. Enfin, c'était du C# à l'époque. Il y avait un truc qui était nul. Voilà, se dire, voilà, je suis en truc et je vais faire péter le truc, en fait. Je vais le péter. Et les tests exploratoires sont assez propices à ça, parce que une fois qu'il avait trouvé tiens, ça marche, parce que normalement, on fait du bon code, hein, ça fonctionne. Hein. Une fois qu'on a trouvé ces trucs, couvert ce fonctionnement nominal, on peut aller plus loin, puis aller vraiment se dire, je fais des trucs de con, en fait. C'est vraiment des trucs de fou. L'estimation d'erreurs, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le regroupement des erreurs. Je sais que dans la synchronisation de base, ça déconne. Je me prévois toujours un petit moment en fait, où je vais aller faire cette check-là. Et sur Android, je sais que ça déconne, donc plutôt que d'aller tester sur du iOS, je vais plutôt faire des tests sur Android quand je suis en développement. Et les tests basés sur les checklists, j'avais mis quelques petits exemples. Les tests basés sur les checklists, c'est... je suis sur mon application Android ou iOS, sur une partie IHM. Je me fais ma checklist, il faut vérifier les champs par défaut, il faut vérifier les champs obligatoires, il faut vérifier la taille des champs. Quand on met c'est limité à 250 caractères, je vérifie que ça va bien à 250, j'en mets 250, j'enregistre, je vérifie. Ah, il y en a eu que 220. Oh, les cons. Ils ont capé le truc. Voilà, aller vérifier ce genre de situation. Et faire sa petite checklist, en fait, en fonction de ce qu'on est en train de faire, parce que malgré tout, on fait souvent les mêmes choses quand même. On répète dans ce qu'on est en train de faire quand on est sur un projet. On ne réinvente pas complètement le fonctionnel, on ne réinvente pas complètement ce qu'est l'application. Donc la plupart du temps, on a quand même des choses qui sont assez répétitives et sur lesquelles on peut se dire, voilà, j'ai ma petite liste de trucs à vérifier et je m'y tiens. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Vous faites ce genre de pratique? Y compris en dehors des champs. Ah ouais. J'ai une question. Ouais. Je ne sais pas si ça va venir après. Mais comment tu fais pour gérer les problématiques de différents matériels, tout ce qui est contexte, parce que du coup c'est encore une multiplication supplémentaire. Est-ce que je suis sur un tel système, un tel navigateur, telle résolution d'écran? Ouais. Est-ce que j'ai une souris qui me permet de cliquer à fond il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des solutions secrètes pour, Alors des solutions secrètes, non. Ça fait partie souvent du contexte dans lequel on va faire les tests. Si je suis sur une application PC, je sais que je vais avoir du Windows. Enfin, je sais que mon client utilise du Windows. J'utilise une version récente de Windows. Potentiellement, je peux avoir quelques images de versions anciennes. Mais maintenant, l'OS a quand même relativement peu d'impact. Si je suis sur des navigateurs, je vais peut-être me limiter à 2 ou 3 navigateurs en fonction du client. Il faut se poser la question, qu'est-ce que le client utilise? Est-ce qu'il utilise que de l'Internet Explorer, enfin du Edge? Est-ce qu'il utilise du Firefox? Est-ce qu'il utilise du Chrome? Et rarement, ils en utilisent plus de 2 en fait. Ça va être du Chrome ou du Firefox, et même probablement que du Chrome. Donc il y a cette question-là à se poser. Et après, quand j'ai du Chrome et du Firefox, je vais faire 80% des tests en Chrome, 20% en Firefox. Et sur Firefox, je vais peut-être faire une petite phase de non-régression, juste rebalayer rapidement les fonctionnalités. J'avais un autre... C'était quoi l'autre exemple que tu avais? Cliquer rapidement. Oui, le matériel potentiel. Ouais, le matériel. Est-ce qu'on avait eu des problèmes avec le matériel? Ça rejoint le fait qu'on peut tout tester. Ouais, alors sur le matériel, ce qu'on avait fait, c'était des applications PC, c'était le logiciel qui permettait de détecter les virus, c'était destiné aux pharmaceutiques. Et on sait que pour ces machines-là, ils ne mettent pas forcément les meilleurs. Donc on avait quelques machines qui étaient pourries, vraiment pourries, qui étaient très lentes. On installait le logiciel dessus. Alors déjà, il fallait réussir à l'installer parce qu'on avait quand même tout un truc à installer. Mais quand on arrivait à installer, et même une fois qu'on avait fini de l'installer, on avait une base de données Postgre, je crois, on avait un truc énorme en fait sur des PC de merde. Le PC, en fait, naturellement, il ralentit. Et il y a des effets de bord qui commencent à apparaître, en fait. Des petits ralentissements sur justement les transitions d'écran. Il y a des moments où en fait, le rendu est pas tout à fait là, et du coup tout n'a pas été initialisé, mais on peut quand même commencer à cliquer sur certains éléments
Des double-clics aussi, des double-clics sur les boutons, tic-tic. Il n'y a pas besoin forcément de matériel, mais le double-clic sur le bouton, ça, sur un bouton où normalement un seul clic fonctionne, des fois ça génère des... Ça demande du coup d'avoir un certain nombre d'informations qu'il faut récolter, des statistiques sur ses clients. Alors souvent on le sait ou on le suppose, mais du coup ça, en fait, si on ne pense pas, le dev sera inutilisable à la fin. Bah ouais. Ouais, ouais, ça arrive qu'on arrive à la fin. Sur la machine à café, nous, enfin en développement, on l'utilisait toute la journée, mais on faisait tout le temps les mêmes opérations. Là, c'était chez Seb. Chez Seb, quand ils prennent la machine, il y a un moment donné, pendant une semaine, ils vont tester la machine. Il y avait 3 personnes sur la machine pendant 3 jours, je crois. 3 personnes à temps plein sur la machine pendant 3 jours à faire du café. Et là, ils remontent des bugs, en fait. Enfin, comment vous avez trouvé ça, quoi? Comment c'est possible? Donc, ouais, il y a un moment, faut mettre de l'effort, faut mettre de l'énergie, mais ça dépend du contexte. Là, on était sur des machines à café qui vont partir dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un rapatriement des machines à faire et qu'il n'y a pas de mise à jour de la machine possible à distance? Combien ça va coûter? Donc, il faut mieux faire ces tests en amont. Et donc là, le contexte est important, en fait. Se dire, j'ai pas la possibilité de mettre à jour, oui, je dois mettre plus d'efforts sur le test. Qu'est-ce que mon client utilise comme navigateur? Bah oui, c'est important de le savoir, en fait. C'est du besoin à récolter. Qui sont les utilisateurs du logiciel? Est-ce que j'ai affaire à des gens qui sont plutôt expérimentés, enfin, dans leur métier, en fait, ou est-ce que j'ai affaire à des stagiaires ou des gens qui sont en intérim qui vont aller faire de la saisie? Donc toutes ces questions-là, ouais, elles sont relativement importantes, parce que si j'ai affaire à un intérimaire, il peut saisir n'importe quoi, en fait, il n'en a rien à faire, dans 2 jours, il n'est plus là. Donc là, le logiciel, il a intérêt à être bien protégé. Alors que des fois, sur des back-office, on a affaire à des gens qui sont dans le métier, ils connaissent très bien leur métier, ils savent très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et ils ne vont pas le faire, en fait. Parce que là, ils connaissent... c'était la petite application en PME. C'est une petite application, c'est un petit transporteur, les gens ils connaissent le métier du transport. Ils ne vont pas mettre n'importe quoi dans les bons de commande, ils ne vont pas mettre n'importe quoi dans le suivi des colis, parce qu'ils connaissent le contexte. Mais ouais, c'est souvent lié au contexte, en fait. J'ai fait la détection de virus, les chiffres après la virgule, c'était une misère, quoi. C'était une misère. Parce que le moindre chiffre après la virgule, un truc qui passait positif, alors que ça ne devrait pas, ça nous remontait, en fait. Donc à chaque fois qu'on faisait des comparaisons de nombres, pendant tous les calculs, on prend le maximum de nombres, et au moment où on fait les comparaisons pour savoir si c'est positif, on ramène tout, on arrondit tout. Il faut que dans tous les rapports, les valeurs qui soient arrondies correspondent à ce qu'on a utilisé pour les comparaisons. Il faut que les gens, à partir du papier, soient capables de reconstruire toutes les données pour vérifier que la comparaison qu'on a faite, à la fin, soit bonne. Et eux, ils vont retomber dans les problèmes d'arrondi aussi. Mais il faut qu'ils soient capables de le refaire. Donc il faut faire très attention à ce qu'on publie dans les rapports. C'est une des grosses difficultés. Et là, du coup, je suis sur un autre projet. C'est pour Canal. Et là, c'est d'autres problématiques, en fait. Là, c'est la charge, en fait. Il faut que l'appli tienne. Il ne faut pas que ça plante pour Juventus Paris. C'est l'angoisse, en fait, permanente. Il faut que l'appli tienne. Côté back-office, en fait, on s'en fiche qu'il y ait des bugs. Enfin, non, on ne s'en fiche pas. Mais ça n'a pas la même importance, en fait. S'il y a un bug côté back-office, on peut toujours trouver un contournement. Si ça plante un soir de match, c'est catastrophe, quoi. Ça va redescendre direct. Pouf! Donc voilà, ça dépend beaucoup du contexte. Il faut être capable de comprendre et d'assimiler ce dont le client a besoin, où sont les risques et ce qui est important de couvrir. Et j'arrive sur la fin. J'ai essayé de mettre quelques trucs que j'ai retenus, moi, et qui me semblent à chaque fois. C'est les trucs à chaque fois qui sont importants pour moi. Chacun peut agir à son niveau. Conception, dev, relecture de MR. Tout est important, en fait. Toutes ces petites choses, en fait, qu'on fait au quotidien, qui vont améliorer la qualité du logiciel, faut y penser. Faut pas se dire, je boucle. Alors, le truc classique. J'ai une relecture de MR. J'ai un bug. J'arrive sur la fin. Il me reste 2 mains au livre. J'ai un bug. Il y a une relecture de MR à faire. La personne a dit, faut relire ma MR parce que ça, il faut que je l'envoie en prod, enfin en pré-prod ou en recette, pour aller vérifier que ça fonctionne. Ok. Bon, tout le monde fait quoi? Approuve. Ah, génial. Puis là, on se retrouve avec 2 bugs en prod alors qu'avant, on n'en avait qu'un. Et là, ça se passe pas très bien non plus en général. Ne pas oublier les tests fonctionnels. Tests de performance, tests de sécurité, c'est souvent les trucs qui sont un petit peu mis de côté. On fait le nominal, on fait le fonctionnel, ça marche, mais on ne se pose pas la question de savoir
À quel niveau de charge? Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. J'ai 2 millions d'utilisateurs en même temps. Faut que ça tienne, quoi. La plupart du temps, c'est compliqué à simuler quand même 2 millions d'utilisateurs. C'est vraiment difficile. Partie sécurité, c'est pareil. En fait, c'est des choses. On se dit bon, l'application, c'est bon, c'est robuste. On a mis toutes les du HTTPS, ça marche, quoi. Mais potentiellement, il y a d'autres points d'entrée. Des fois, par les machines, par le PC lui-même, on peut rentrer dans le système. Enfin, par un PC. C'était le cas dans le pharmaceutique, en fait. C'est qu'ils installaient ça sur des PC, on avait des portes d'entrée par les PC. Donc il y avait un risque. Clé USB, PC. Il fallait que notre application soit suffisamment compartimentée pour éviter et protégée pour éviter que quelqu'un puisse modifier les résultats d'analyse, notamment. Ne pas perdre de vue le besoin client. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que le client attend? Qu'est-ce que le client attend? Est-ce qu'il a besoin d'avoir quelque chose de robuste? Est-ce qu'il veut de la souplesse? Est-ce qu'il veut que son application soit hyper fiable? La qualité, j'ai posé la question l'autre fois pour Canal. Je dis, est-ce qu'on peut à un moment baisser un peu la qualité? Et puis, non. Non, non, c'était non. Mais il y a des endroits où on peut le faire, en fait. On peut réduire un peu la qualité, parce que y a la possibilité, parce qu'on a la possibilité de faire des mises à jour un peu comme on a envie, on peut prendre plus de risques. Et le client l'accepte, en fait, parce que lui, ce qu'il voit, c'est son business derrière, et qu'est-ce que je peux faire en plus? Si vous essayez ça, on va peut-être pouvoir voir de nouveaux clients, une nouvelle approche, quelque chose qui change de ce qu'on a aujourd'hui. Et faire attention au paradoxe du pesticide, les habitudes qu'on prend. On répète tout le temps la même chose, tout le temps. Et puis au bout d'un moment, ça devient tellement automatique qu'on oublie qu'il y a d'autres parties dans l'application qui potentiellement peuvent faire planter l'appli. Je suis arrivé au bout, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Ça reste assez théorique et voilà. J'ai mis échange parce que moi je suis assez... j'aime bien récupérer des feedbacks, essayer d'avoir des trucs qui permettent d'alimenter justement ma réflexion, de dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, qu'est-ce que je peux faire en plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'aider à améliorer la qualité, ou éventuellement d'autres méthodes, d'autres pratiques.